Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Et nous le disions donc dans le sommaire, c'est un phénomène préoccupant dans nos établissements scolaires qui sont confrontés à une vraie vague de violence. Il y a 3 jours, un élève a été agressé par le père d'un autre collégien ainsi que sa mère au collège Gourdeliane. Hier, un autre jeune a été pris à partie par 4 camarades devant le collège Maurice Satineau, transporté au CHU. Son état suscite l'inquiétude. Nous avons tenté avec la rédaction de joindre la direction des établissements, mais les principaux et les enseignants n'ont pas souhaité répondre. Et continuons toujours sur ce dossier scolaire dans un autre établissement. Ce sont les conditions d'enseignement qui soulèvent la colère des parents. L'école primaire de Borico, en zone prioritaire, fait face à une situation inédite. Une classe avec 5 niveaux réunis, alors les parents et les enseignants dénoncent une organisation impossible malgré les bons résultats de l'école. L'inspection académique maintient sa décision, mais une rencontre avec le recteur a été sollicitée. Regardons tout de suite ce reportage. Je suis l'une des parents d'élèves et avec l'ensemble des parents, nous avons pris la décision de se mobiliser aujourd'hui suite à une décision qu'on trouve inefficace pour le système scolaire de cet établissement. En effet, en début d'année, nous avions une enseignante qui effectuait sa mission pour les classes de CP, CE1, CE2. Du jour au lendemain, celle-ci a été redirigée dans un autre établissement sous prétexte qu'il y avait un manque d'effectifs à l'école. Donc, on se demande pourquoi. Est-ce que cette décision est-elle réfléchie, puisqu'on va se retrouver avec une classe de 5 niveaux? Je dis bien 5 niveaux. Et la solution qui nous apporte en ce moment, c'est, étant donné que, oui, c'est pas facile les 5 niveaux, pourquoi pas envoyer les CP en classe de maternelle? Je comprends pas la logique de cette régression, qui pour moi est une régression, mais pas pour lui. Donc, j'aimerais bien qu'on rencontre le recteur parce que ça fait la 4e fois que cet inspecteur vient quand même dans cette petite école de Borico pour imposer sa décision. Comme il nous a fait comprendre, ça révèle de la directrice de répartir les classes. Je vais quand même signaler que cette école, elle a un petit effectif, certes, mais de très bons résultats. Les professeurs sont engagés. Les enfants font des concours d'orthographe, des concours de français, des concours de mathématiques et ils sortent avec de bons résultats, d'accord? Les enfants qui sortent ici du CM2 vont au 6e sont les meilleurs dans les collèges. Donc, à un moment, il faudrait peut-être nous donner les moyens à avoir une périscolaire parce que ça fait des années qu'on se bat pour une périscolaire pour peut-être à ce moment-là. Je dis bien que ce n'est pas le travail de l'inspecteur ni du recteur, mais on se bat pour cette périscolaire, pour ramener les enfants de Borico à leur école qui est à Borico. Donnez-nous les moyens, donnez-nous le temps de faire les choses correctement et de ne pas prendre des décisions aussi actives. Et pour réagir sur ce dossier, ces 2 situations, nous avons au téléphone la directrice du cabinet du recteur de l'Académie de Guadeloupe, Madame Bride. Madame Bride, bonsoir, merci d'être avec nous. Nous venons de le voir, 2 situations. Déjà, cette vague de violence dans les établissements scolaires. Vous êtes sûrement au fait de ces 2 incidents qui ont été relevés, l'un à Maurice Satineau avec cet élève agressé, mais également, on l'a vu sur tous les réseaux sociaux en Guadeloupe il y a quelques jours, ce jeune enfant agressé par 2 parents d'élèves à la sortie de l'école. Quelle est la position du rectorat face à cette situation? Oui, bonsoir à tous. Alors écoutez, on ne peut qu'être nous aussi extrêmement attentifs et désolés de ces faits que vous relatez. Nous les suivons de très très près et nous apportons tout notre soutien, que ce soit auprès des victimes mais aussi de toute la communauté scolaire.
notamment des équipes des deux collèges qui font de leur mieux pour pouvoir effectivement mettre en place toutes les procédures nécessaires dans ces différents cas. Alors, quelles vont être justement les suites données à ces deux incidents? Est-ce que ce sont des choses que vous suivez de près? Y a-t-il des opérations qui vont être mises en place très concrètement suite à ces deux incidents? Alors, sans rentrer dans les détails et monopoliser la parole, très rapidement, en ce qui concerne le collège Gourdeliane, donc toutes les dispositions ont été prises. Le chef d'établissement a mis en place les procédures et notamment, peut-être ça n'a pas été suffisamment dit, mais il a lui-même été amené à porter plainte puisqu'il a été en tout cas verbalement menacé, par le parent que vous évoquez depuis tantôt. Et l'élève, effectivement, qui a été filmé, des parents ont eu aussi, effectivement, à faire une démarche auprès de la justice. Après, ceci dit, nous considérons que les élèves supposés victimes ou agresseurs sont nos élèves et nous sommes toujours sur une réponse également éducative et voir effectivement comment faire en sorte que le climat scolaire de l'établissement soit préservé. En ce qui concerne l'événement malheureux que vous avez cité concernant Maurice Satino, si c'est l'événement du jour, effectivement, il y a eu une agression qui est intolérable et une victime qui a été effectivement rouée de coups. C'est vraiment déplorable, mais j'ai eu encore en ligne tout à l'heure le chef d'établissement. Toute la procédure a été appliquée puisque les auteurs des coups seront traduits en conseil de discipline, qui est la mesure la plus élevée à prendre dans un établissement. Conseil de discipline dès la semaine prochaine et les parents de la victime ont été en tout cas conseillés, appelés à aller porter plainte aussi à leur tour. Et encore une fois, nous sommes effectivement dans les mesures immédiates de répression, j'ai envie de dire, ou de sanctions, mais nous n'oublions pas de travailler aussi sur l'éducatif parce que ça reste des élèves et nous travaillons aussi sur l'aspect encadrement et puis sensibilisation sur ces phénomènes de violence. Et je voudrais aussi rappeler que toute menace faite sur un agent dépositaire d'autorité, comme notre chef d'établissement qui est sur le collège Gourdeliane, nous lui avons accordé immédiatement une protection fonctionnelle de notre service juridique. Bien sûr, des tendances et cette vague de violence quand même, au niveau, les indicateurs le montrent depuis quelques années. Maintenant, il y a une recrudescence de ces incidents. Comment est-ce que de fond, j'ai envie de dire, vous allez traiter également cette montée de la violence à l'encontre des agents, mais pas que, à l'entour et à l'intérieur des établissements? On relate de plus en plus de ce type d'incidents. Quelles sont les actions de fond qui sont mises en place? Alors, j'ai envie de dire, ce sont des incidents qui sont malheureux, mais ce ne sont pas que les faits de notre académie. C'est un constat qui est fait sur toutes les autres académies au national également. Alors, nous sommes en réflexion et j'ai envie de dire, ce sont des situations qui doivent être traitées par un ensemble de partenaires. Donc, nous travaillons avec les collectivités et singulièrement les mairies, qui organisent ce qu'on appelle des conseils locaux de prévention de la délinquance. Et les maires, j'étais encore à CLSPD, c'est le nom un petit peu technique de ce conseil. Donc, les maires travaillent régulièrement autour de la table avec les forces de l'ordre, avec la justice, la préfecture, les procureurs qui sont très impliqués sur ces questions-là, mais aussi les associations. Alors, des actions concrètes, écoutez, vous l'avez peut-être constaté, depuis l'année dernière, et nous allons continuer dans ce sens, nous renforçons les contrôles visuels des sacs, les fouilles aussi, et dans les transports scolaires et aux abords des établissements, pour effectivement prévenir, envoyer un signal fort que effectivement un élève doit se rendre à l'école pour apprendre et non pas être sur d'autres considérations. Malheureusement, donc, nous allons multiplier ce type d'opération en prévention, mais aussi pour rassurer et sécuriser l'ensemble de la communauté éducative. Espérons que ça portera ses fruits. Dernière question, Madame Bril, avant de pouvoir continuer. Vous l'avez vu également, on a parlé de cette école de Borico avec une mobilisation des parents d'élèves, une classe qui se retrouve avec 5 niveaux différents dans une école primaire. Là aussi, est-ce que vous êtes au fait de ce dossier et quelles mesures seront apportées pour répondre à ces difficultés? Alors effectivement, nous avons suivi ce matin le mouvement des parents qui ont effectivement alerté sur cette situation. C'est une école qui compte, je le dis de mémoire, 32 élèves, 11 élèves sur la partie maternelle et 22 élèves sur la partie élémentaire. Et effectivement, on a une classe qui a été constituée, et, on l'a vu, 5 niveaux sur les 22 élèves et plusieurs niveaux aussi sur la partie maternelle. Donc l'inspecteur de circonscription a été dépêché sur place ce matin et nous avons effectivement eu un retour et nous travaillons à ce dossier et à voir comment est-ce qu'on peut faire pour
faire en sorte que les élèves soient dans les meilleures conditions en termes d'apprentissage. Et c'est une question qui se pose chaque année, en même temps ce qu'on appelle une déprise démographique sur la Guadeloupe, puisque nous perdons beaucoup d'élèves, et en même temps nous avons des infrastructures qui perdent des classes. Et voilà, nous suivons tout cela de très près, et en accord, effectivement, en dialogue, nous le souhaitons, et monsieur le recteur le souhaite, en dialogue avec les familles. Ok, très bien. Écoutez, Madame Bride, merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions ce soir et de nous éclairer sur ces différents dossiers. Une excellente soirée à vous. Merci. Merci à vous. Et nous poursuivons avec un autre dossier sensible, la sécurité au CHU de Pointe-à-Pitre. Nous vous en parlions dans une édition précédente. La société en charge de la sécurité du CHU avait été placée en liquidation. Aujourd'hui, une solution a été trouvée. Les agents de sécurité sont repris et la continuité de l'activité pourra être assurée. Élément d'explication avec ce reportage d'Olivier Félix. Pour engagement qui a déjà commencé en appel d'offres, et normalement, nous reprenons là le 1er octobre. Donc, par rapport à les salariés, comme il n'y a pas mal qui doit être partis à la retraite et qu'il y a ça aussi qui a des problèmes administratifs, donc c'est pour ça que nous disons qu'il y a un certain nombre de départs. C'est plus par rapport à ça. On a commencé par travailler avec les entreprises qui sont sur les établissements, sur les 2 sites, Palais-Royal et Chauvel, pour renforcer en fait la présence en effectif sur le site. On a également travaillé avec notre propre équipe interne qui continue à travailler H24 sur l'hôpital, la prévention incendie. Et puis, dans une certaine mesure, les agents qui étaient concernés par la société en liquidation sont restés sur place. Ils sont encore sur place actuellement. Et ils travaillent avec nous également, notamment sur Palais-Royal, pour la prévention incendie, les fermetures et ouvertures de sites. Nous sommes satisfaits des solutions là, c'est ça nous demandé. Mais nous allons rester vigilants parce que ça y est, on bec pas en fall. Le premier, c'est mercredi. Donc, nous allons juste espérer que CHU respecte l'engagement. Les organisations syndicales souhaitaient travailler aussi avec nous le plus tôt possible pour assurer notamment les salariés de l'entreprise qui a été liquidée. Le principe aujourd'hui, c'était d'avoir une base claire pour pouvoir avancer ensemble sur ce qui est une transition vers une nouvelle prestation, sachant qu'on est en temps particulier, un temps d'urgence, mais en même temps soumis à la commande publique et avec une organisation de consultation qui est en cours. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a travaillé dès le lendemain de la liquidation, que de fait, sur l'hôpital et sur les 2 sites, que ce soit Palais-Royal ou Chauvel, il n'y a pas eu de problème qui soit lié à une absence de sécurité. Maintenant, effectivement, il y a des petits problèmes sur le filtrage, on peut le voir en arrivant, mais même ces problèmes sont en train de se résoudre, justement après la réunion qui a eu lieu avec les syndicats, par exemple. Passons maintenant à un mot d'économie avec le secteur du tourisme. Le Salon international du tourisme Top Reza se tient actuellement à Paris, ou s'est tenu à Paris jusqu'à hier. La Guadeloupe y a été représentée par le CTIG. Son nouveau directeur général, Rodrigue Solitude, y a présenté le bilan de l'année écoulée et les perspectives à venir pour la destination. Il était au micro de Grégory Laps. Alors, les grands objectifs pour 2025, c'était de faire encore mieux que 2024. Le CTIG était déjà en retour en force en 2024 avec un stand original, avec plus de partenaires éco-exposants. Mais cette année, on se devait d'innover. Et vous avez pu voir que l'innovation était présente avec beaucoup plus d'acteurs, de nouveaux acteurs, notamment l'UPAC, mais aussi un partenariat avec l'OTI de Saint-Martin, ce qui a donné un rayonnement encore plus grand à nos 2 territoires. Le but étant, bien évidemment, de travailler en intelligence, c'est-à-dire que les partenaires qu'ils reçoivent, eux aussi, viennent voir nos partenaires en Guadeloupe et vice-versa. Seuls, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Donc, c'est de faire ce maillage, puisque le Saint-Martin est très bien sur le marché américain. Nous sommes un peu meilleurs sur le marché européen. Bien, nous sommes en train de nous compléter. Ensuite, l'important, c'était d'avoir un stand qui soit original et qui marque. Je pense que le pari réussit, eu égard aux réactions des professionnels qui sont autour de nous, qui sont très contents, qui disent d'ailleurs c'est le plus beau Top Reza qu'ils aient réalisé, et c'est une fierté. Beaucoup de rendez-vous, beaucoup de monde aussi sur le salon qui a une influence plus importante que l'an dernier, dont tous les ingrédients sont réunis pour préparer une année 2026 qui soit sur les meilleurs auspices.
deux rendez-vous importants, hein. Enfin il y en a plusieurs, mais deux étapes importantes. On a vu des nouveautés avec les compagnies aériennes. Chaque compagnie aérienne, les principales, Air France, Air Caraïbes et Corsair, ont des nouveautés à proposer sur la transatlantique. Mais aussi, nous avons la préparation de ce gros événement qui est la Route du Rhum, destination Guadeloupe, la Route du Rhum 2026. Donc ici, vous avez pu voir quelques ébauches, un petit teasing de ce que nous préparons, puisque nous travaillons déjà aux côtés du partenaire majeur exclusif qui est la région Guadeloupe sur cet événement pour faire un relais promotion de la destination qui soit forte, la promotion soit forte et impactante pour les îles de Guadeloupe. C'est notre volonté, c'est notre job et nous y attelons fortement. Et de l'économie touristique à la solidarité de terrain, l'association Saint-Jean Bosco a accueilli la 2e édition de son forum social. Objectif, rassembler associations et jeunes en formation pour créer du lien et trouver des solutions concrètes aux problèmes des difficultés sociales. Ce reportage avec des explications de Loïs Laine. Cette année, on a lancé la 2e édition du forum social et où on a plus de 32 partenaires qui sont présents. Sur des thèmes très variés, donc qui peuvent aider les jeunes et les moins jeunes. Donc, sur les thèmes de l'accès aux droits, de la santé, de la prévention, du logement, de la mobilité, en fait tout ce qui pourrait les aider de près ou de loin à se construire personnellement. Je suis venue à Saint-Jean Bosco par rapport à une annonce que j'ai vue sur les sites d'emploi. Comme je suis à la recherche d'expérience professionnelle en tant qu'administrative, je cherchais un accompagnement que je ne retrouvais pas dans d'autres dispositifs. Depuis que je suis à Saint-Jean-Bosco, ça fait peu. Ils m'ont permis d'évoluer d'une certaine façon et de me projeter plus loin au niveau de mon projet. Par rapport à mon projet, j'ai vu la région qui est dans la mobilité du territoire. Au niveau de ma famille, de ma fille, etc., j'ai pu voir les PMI, l'aide au logement avec visuel et la DOM et les différents. J'ai pu voir différentes associations pour pouvoir discuter tout ce qui est dans la violence, aide aux personnes, papiers, documents. Et la plupart m'ont intéressé, mais celui que je me suis plus focalisé, c'est celui sur l'aide à l'entreprise. Et comme moi, je souhaite créer une entreprise en tant que tatoueur pro, mais j'aimerais aussi approfondir mon art et différents projets. Donc, on va dire pour le moment, j'ai pu prendre des informations, mais on va dire que pour le moment, je ne sais pas quoi en faire tout de suite, mais j'ai déjà un projet en tête. Dans le cas où un jeune, par exemple, pour un projet de création d'entreprise, donc on est là pour l'accompagner, vraiment de A à Z, c'est-à-dire dans la structuration de son projet. Voilà. En lui indiquant les bons partenaires pour ça, pour l'accompagner efficacement. Et jusqu'en fait à la concrétisation du projet, même après on fait un suivi. On peut aussi intervenir notamment pour la recherche d'emploi. Nous avons un groupe WhatsApp sur chaque commune, sur lequel nous envoyons tous les jours des offres d'emploi et des bons plans de formation. Je trouvais des réponses, même si je n'en cherchais pas forcément, mais ça m'a permis aussi de voir divers stands et de me renseigner sur les différentes aides financières qu'il y aurait. Après, je compte peut-être partir en France, donc je pense que certains des stands pourront m'aider. Et un autre rendez-vous, cette fois pour l'insertion professionnelle, avec la 5e édition de la nuit de l'alternance à Bémao. Un rendez-vous devenu incontournable pour les jeunes en recherche de contrats d'alternance. Des dizaines d'entreprises et de candidats se sont réunis pour créer des opportunités, comme nous le montre ce reportage de Vianney Valverde. Ce soir, nous avons 23 entreprises avec nous. Pour présenter leur offre de formation et d'alternance pour les jeunes de Bémao, mais de manière générale pour les jeunes de la Guadeloupe qui ont quitté le cursus du lycée pour entrer un peu en gros dans la vie professionnelle, mais avec aussi bien un enseignement théorique, mais aussi un enseignement pratique qui est l'expérience professionnelle pratique en entreprise. Nous avons pu trouver quelques renseignements. Surtout au niveau de la formation que nous faisons déjà. Et par contre, au niveau de l'entrepreneuriat, surtout moi en apiculture, je n'ai pas pu trouver vraiment quelqu'un. J'ai pu avoir quelques renseignements, des pistes à promouvoir, et il faudrait que je les exploite et toquer à la porte pour
éventuellement trouver une alternance. Nous avons constaté que depuis, en partenariat avec France Travail, que depuis déjà 5 ans, il y a beaucoup de jeunes viennent à la cellule d'insertion professionnelle de la ville de Bemao et qui se retrouvent en fait démunis d'entreprises pour pouvoir poursuivre leurs études dans le thème de l'alternance. Donc pour cela, nous avons initié cet événement pour pouvoir justement permettre aux jeunes de se confronter à l'entreprise pour un recrutement plus facile et plus rapide en fait, et permettre de leur avoir, parce que le plus souvent les jeunes ne font pas cette démarche d'aller vers. Donc nous avons fait cette démarche que les entreprises viennent à eux et eux ils se présentent à l'entreprise pour trouver cette offre. Je pense que ce sont des opportunités qu'il ne faut pas rater, surtout quand on est jeune ou même quand on n'est pas jeune, puisque moi je suis mère au foyer et maintenant j'essaie de me relancer et je cherche un cabinet comptable pour me recevoir parce que je suis assistante comptable de métier. Et voilà. On m'a donné pas mal d'entreprises, donc j'ai pu prendre note de toutes ces entreprises-là, et donc du coup, par la suite, je me déplacerai pour aller voir les responsables. Il y a énormément de jeunes qui sont présents, beaucoup de connaissances, et d'après ce qu'ils me disent, il n'y a pas grandes entreprises qui sont présentes, alors que la demande est extrêmement forte. Donc pour moi, c'est vrai, il faudrait qu'il y ait plus d'activités de ce genre, de 1, et de 2, que les entreprises jouent le jeu. Après, l'objectif, c'est pas de faire mieux. L'objectif, c'est vraiment d'avoir un nombre d'entreprises, d'avoir des jeunes, mais surtout que les jeunes trouvent une alternance. On n'est pas sur les chiffres. On est surtout qu'il y ait une sortie positive quand on sort de la nuit de l'alternance. Nous avons aussi opté pour mettre en évidence la mobilité, parce qu'on sait que la mobilité reste un frein à l'insertion. Nous, on accompagne particulièrement les jeunes sur les locations de véhicules pour se déplacer, se rendre justement en alternance. On accompagne à la fois sur l'auto-école sociale, des stages codes accélérés à tarifs préférentiels. On accompagne sur des permis voiturettes, également sur la location de vélos cargo, de vélos électriques, de scooters électriques, de voiturettes électriques. Donc, vous l'aurez compris, quand un jeune a besoin de se rendre en emploi, en formation ou en stage, nous soutenons ce jeune par différentes manières de locomotion en Guadeloupe. Et même objectif du côté de France Travail et de la Ligue guadeloupéenne de football. Ce matin, football et emploi se sont rejoints dans une opération originale du stade vers l'emploi. Des jeunes chercheurs d'emploi ont participé à une journée sportive pour ensuite rencontrer des recruteurs dans un cadre moins formel. Regardons tout de suite le reportage signé Maxime Morel. La 15e édition du Stade vers l'emploi qui est organisée par France Travail en collaboration avec la Ligue de football, c'est principalement de mettre en relation nos employeurs avec nos candidats pour permettre des recrutements sur un mode innovant en cassant les codes et en utilisant les valeurs que l'on a dans le sport. Pourquoi le choix du sport ? Parce que avec notre marque France Travail Pro, on rencontre beaucoup nos employeurs qui souvent sont à la recherche de compétences savoir-être, qui sont des compétences qu'on ne voit pas sur les CV, et des fois dans les entretiens on est vraiment sur du déclaratif, c'est pas forcément illustré. Donc les équipes sont mixées avec anonymat, on ne sait pas qui est candidat, qui est employeur. Donc ça permet vraiment à tout le monde d'évoluer dans une ambiance qui n'est pas une ambiance de recrutement. Je trouve que c'est très bien, ça se déroule très bien. Je ne m'attendais pas au début à ça, comme ça. Mais il y a une entente, tout le monde s'entend. C'est ma première fois que je participe à ce genre d'événement. Je trouve que c'est plus facile qu'un entretien avec l'employeur et tout. Là, ici, il y a une prise de contact à travers le sport et j'aime bien. Nous sommes sur l'idée de se dire que les valeurs sportives, y compris football, nous sommes sur le dépassement de soi, le travail en équipe. C'est l'occasion de faire des passerelles entre les employeurs et la société guadeloupéenne, les jeunes, les licenciés, et permettre effectivement de chacun de se retrouver à la fois les talents d'être mis en exergue et les employeurs de retrouver les compétences qu'ils souhaitent avoir dans leur entreprise. Ça nous permet vraiment de voir, de mettre en valeur des candidats qui n'osent pas forcément en entretien montrer tout ce qu'ils valent. J'ai trouvé que c'était une bonne idée pour apprendre à les connaître, parce que là, sur une vingtaine de minutes, j'aurai l'occasion de voir un peu certains demandeurs d'emploi. Et donc je pense que c'est un format qui est intéressant, enrichissant. On est vraiment très attachés au savoir-être et pas forcément que aux compétences. Donc là, vraiment, avec ce format-là, ça nous permet
nous rendre compte de qui ils sont. Sur l'année 2025, sur les éditions du Stade vers l'emploi, on est à un taux de plus de 70% de recrutement. Donc c'est vrai que le fait d'être sur la visibilité concrète des postures professionnelles et des savoir-être par le biais du sport, mais ça permet vraiment aux employeurs de trouver les talents qu'ils recherchent. Et pour France Travail, et notamment la marque France Travail Pro, c'est vraiment ce qui est recherché. Et enfin, toujours pour l'emploi et l'insertion, cap maintenant sur l'artisanat. La Chambre des métiers de l'artisanat de la Guadeloupe a organisé son grand job dating. Des dizaines de postes étaient proposés dans les métiers de l'artisanat, un secteur porteur mais encore sous tension. C'est Lucien Nebor qui s'est rendu sur place pour Canal 10. Ce job dating a été mis en place pour permettre et donner l'opportunité aux employeurs et aux jeunes de pouvoir se rencontrer. Et dans le but, bien entendu, de pouvoir, après, signer un contrat d'apprentissage. Alors, effectivement, le besoin s'en faisait sentir parce que les employeurs, souvent, il y a des employeurs qui, effectivement, cherchent à recruter de futurs salariés, mais ne trouvent pas forcément de jeunes pour cela. Donc, on a voulu mettre sur un même plateau ces mêmes acteurs pour leur donner plus de chances de pouvoir se trouver l'un et l'autre et pouvoir avoir un salarié et avoir aussi un employeur. On a reçu environ une vingtaine de jeunes pour cet accompagnement et ça s'est déroulé en plusieurs demi-journées. Donc le jeune, en fonction de l'avancée qu'il avait sur son dossier, sur sa lettre de motivation, son CV, donc on avançait avec eux. Donc comme tous les jeunes vont pas au même rythme, donc en fonction, on a fait ça sur 2 semaines, cet accompagnement. C'était plus pour qu'ils construisent leur CV, parce que quelquefois les jeunes ont beaucoup d'atouts, mais ils ne savent pas forcément comment placer les choses sur le CV, comment effectivement se valoriser pour que le CV, même si on n'a pas de diplôme, et que le CV soit valorisé, que ce soit avec le permis de conduire ou du moins avec d'autres choses, quoi. Donc ce qui est important pour nous, c'est de trouver tout ce qu'ils font, même en dehors même de ce qui est professionnel, tout ce qu'ils font en termes de bénévolat, en termes pour les associations. Donc vraiment valoriser le CV par rapport aux actions qu'ils mènent dans la vie courante, pour qu'ils aient un CV quand même qui puisse plaire à l'employeur. Et au niveau de la lettre de motivation, donc c'est plus l'accompagnement au niveau de la rédaction même et de faire vraiment apparaître la motivation du jeune sur son CV, sur sa lettre de motivation. J'ai connu le job dating via Instagram, donc sur les réseaux en scrollant, je me suis dit tiens, pourquoi pas m'inscrire et venir jeter un coup d'œil. Et j'en sors conquise. Franchement, j'ai eu une signature, donc une promesse d'emploi et même une journée d'essai. Elle répond aux critères de notre entreprise, aux valeurs de notre métier, donc nous n'avons même pas cherché plus loin, nous n'avons même pas cherché 2 apprentis, c'était l'apprenti qu'on recherchait. C'est toujours très difficile de trouver quelqu'un en général, pour recruter en général, parce que les jeunes sont instables, les jeunes ne trouvent pas, il y a de très bons patrons, il y a de très bons salariés, mais il y a de très mauvais patrons, de très mauvais salariés également. Donc aujourd'hui, c'est du donnant-donnant. Le jeune n'est pas qu'un apprenti, le jeune est aussi là pour faire fonctionner l'entreprise. C'est tout un fonctionnement et quand ce jeune n'est pas à la hauteur, nous sommes obligés de rompre un contrat, chose qui n'est pas de notre fait et qui ne comprennent pas souvent pourquoi. Mais aujourd'hui, il ne suffit pas de venir pour un salaire, il faut venir aussi pour faire vivre l'entreprise. Voilà pour cette opération menée avec la Chambre des métiers de l'artisanat. Et maintenant, cet avis de disparition inquiétante d'une personne majeure que nous avons reçu, Bernard Allais, disparu depuis le 22 septembre 2025. La police nationale recherche donc cette personne. Il portait un bermuda bleu, un t-shirt noir, des lunettes de vue, une moustache et une barbe de type collier. Il boite légèrement du côté droit. Il mesure à peu près 1m76 et de corpulence forte. Si vous avez quelconque information, vous pouvez donc contacter l'hôtel de police au 05 90 99 20 00 ou simplement composer le 17. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.